Ils l'ont enterré avec la bague toujours à son doigt. Usé par 40 ans, son inscription était à peine lisible. Elle à Mary, le 4 novembre 1842, l'amour est éternel. C'est l'histoire que l'Amérique a retenue. Le couple dévoué, la veuve tragique. Mais l'homme que l'histoire appelle le président le plus doux passait des mois entiers loin d'elle, et son propre associé en droit qualifiera plus tard leur foyer d'enfer domestique. 10 ans après l'assassinat, son seul fils survivant l'a traîné devant un tribunal, a réuni 12 hommes dans une boîte de jury et l'a fait déclarer folle. Cette nuit-là, elle a tenté de se suicider, puis elle s'est défendue. Pour comprendre comment un mariage juré éternel s'est terminé par un fils faisant interner sa mère, il faut revenir dans un salon de Springfield, dans l'Illinois, à l'hiver de 1839, où deux des personnes les plus ambitieuses de l'État se sont rencontrées lors d'un bal. Mais Mary Todd n'est pas arrivée à cette fête comme une jeune fille sans défense attendant d'être sauvée. Elle est arrivée déjà formée, et ce qui l'a façonnée explique tout ce qui a suivi. Elle est née en 1818 dans l'aristocratie du Kentucky, les Todd de Lexington, une famille avec de l'argent, des terres, des esclaves à la maison et des connexions politiques qui atteignaient le sommet de la politique Whig. Sa mère est morte alors que Mary avait environ 6 ans et son père s'est remarié rapidement. La belle-mère qui est arrivée n'était pas du genre chaleureux et la maison s'est transformée en 2 groupes d'enfants rivalisant pour attirer l'attention d'un père distrait. Mary a plus tard décrit son enfance comme désolée, et ce seul mot a vraiment compté dans sa vie. Un enfant qui apprend tôt que les personnes censées rester peuvent disparaître, et que ceux qui les remplacent peuvent être froids, grandis en surveillant les portes. Elle n'a jamais vraiment cessé de surveiller les portes. Elle a aussi grandi avec une éducation inhabituelle. Les années passées à l'académie de Madame Mentel, près de Lexington, l'ont rendue parfaitement francophone et lui ont permis d'être formée à la littérature, à la danse et aux manières raffinées de la haute société du Sud. Et elle a grandi en étant passionnée de politique, d'une manière qui mettait les gens autour d'elle mal à l'aise. Des connaissances de Springfield se souvenaient qu'elle discutait des candidats et des politiques comme le faisaient les hommes, ce qui, à cette époque, n'était pas censé être un compliment. Il existe une histoire persistante selon laquelle, jeune femme, elle aurait déclaré qu'elle avait l'intention d'épouser un homme qui deviendrait un jour président. Qu'elle ait prononcé ces mots exacts est impossible à confirmer, mais tous ceux qui la connaissaient s'accordaient à dire que c'était bien ainsi qu'elle pensait. Elle jugeait les hommes selon leur trajectoire. Alors, lorsqu'Abraham Lincoln entra dans ce salon de Springfield, autodidacte, pauvre, socialement maladroit, enclin à la mélancolie, elle ne le regardait pas de haut. Elle voyait en lui une matière brute. Ce qu'elle voyait, c'était un avenir qu'elle pouvait contribuer à construire. Ce qu'il voyait en elle est plus difficile à reconstituer à partir des archives, mais les preuves indiquent du raffinement, une intelligence vive, et une femme capable de discuter avec lui des sujets qui le passionnaient. Elle représentait aussi quelque chose qu'un homme issu de rien désirait ardemment, l'accès à une famille bien au-dessus de la sienne. Son beau-frère, Ninian Edwards, qui possédait cette maison, considérait Lincoln comme inférieur au Todd et ne s'en cachait pas. Cette désapprobation est le premier signe d'alerte documenté dans ce mariage, et la famille ne l'a jamais vraiment oublié. La cour n'a pas été sans heurts. Le 1er janvier 1841, les fiançailles ont été rompues. Lincoln lui-même, écrivant par la suite, a qualifié ce jour de « ce fatal 1er janvier 1841 ». Et il sombra dans une dépression si profonde que ses amis auraient pris soin d'éloigner de lui tout objet tranchant. Dans des lettres adressées à son plus proche ami, Joshua Speed, il écrivait dans un langage imprégné de désespoir, doutant même d'être capable de connaître le bonheur, se demandant à voix haute s'il n'avait pas commis un acte impardonnable. Personne ne peut dire avec certitude pourquoi tout s'est effondré. Certains récits attribuent la rupture à l'hésitation de Lincoln. D'autres suggèrent que Mary aurait flirté avec des rivaux pour le mettre à l'épreuve. D'autres encore évoquent la pression constante exercée par la famille Edwards. Ce qui est certain, c'est que tous deux ont vécu cette rupture comme une véritable blessure, et non comme une chance d'y échapper. Et voici la partie que la romance omet. La réconciliation s'est faite en secret.
À l'automne 1842, Eliza Frances, l'épouse d'un rédacteur en chef de journal nommé Simeon Frances, a discrètement manœuvré pour réunir les deux dans la même pièce, organisant des rencontres à l'abri des regards des proches désapprobateurs de Mary. Réfléchissez à ce que cela révèle sur ce couple. Ils se sont réconciliés comme on mènerait une délicate négociation politique, par l'intermédiaire d'une personne de confiance, en dehors des regards, gérant l'image même dans l'intimité. Cet instinct de contrôler qui voyait quoi les a accompagnés toute leur vie. Le mariage a confirmé ce point. Le 4 novembre 1842, ils se sont mariés dans le salon de la maison des Edwards. Les mêmes proches qui considéraient Lincoln comme indigne accueillaient désormais la cérémonie, car Mary était majeure et avait pris sa décision. Mais regardez comment cela s'est réellement passé. Les invités n'ont été prévenus qu'environ un jour à l'avance. Environ 30 personnes étaient présentes. On raconte que Lincoln a demandé à son ami James Matheny d'être son témoin seulement le matin même du mariage. Le propre père de Mary n'est pas venu. Il y a une phrase célèbre associée à ce jour-là. Lorsqu'on a demandé à Lincoln où il allait, il a répondu « En enfer, je suppose ». Prenez cette remarque avec des pincettes. Elle est apparue dans des souvenirs ultérieurs plutôt que dans un document de l'époque, et elle s'accorde tellement bien avec la légende du mariage malheureux que vous devriez vous méfier de sa perfection. Mais même si vous écartez complètement cette citation, la réalité de la journée demeure. Une héritière Todd s'est mariée lors d'une cérémonie précipitée et improvisée à laquelle son propre père n'a pas assisté. Puis vint la réalité de ce qu'elle avait réellement choisi. L'aristocrate raffiné du Kentucky s'installa dans une chambre louée à la Globe Tavern de Springfield. 8 $ par semaine. Elle avait épousé le potentiel. Et le potentiel ne meuble pas une maison. Pour une femme élevée avec des domestiques et un certain rang social, c'était une véritable chute et elle l'accepta parce qu'elle croyait en la direction que prenait son mariage. Leur premier fils, Robert, naquit là, dans cette auberge, en 1843. L'écart entre le milieu d'où venait Mary et celui où elle vivait désormais était immense, et elle l'accepta. Le système dans lequel elle s'était mariée n'était pas celui d'un beau-père autoritaire ou d'une belle-mère envahissante. C'était quelque chose de plus solitaire et de plus difficile à nommer. Lincoln était un avocat itinérant, ce qui signifiait que, pendant de longues périodes chaque année, il n'était tout simplement pas là. Pas absent pour un simple week-end. Absent pendant des semaines, parfois des mois entiers, 2 fois par an, parcourant le 8e circuit judiciaire à travers le centre de l'Illinois, tandis que Mary restait à la maison pour gérer le foyer, et bientôt une progéniture grandissante de garçons, en grande partie seuls. C'est la machine silencieuse qui sous-tend tout le mariage, et elle est effacée par le mot « dévoué ». Un couple dévoué qui n'est physiquement ensemble que peut-être la moitié de l'année, c'est un type de couple bien particulier. C'est elle qui tenait la maison. C'est elle qui élevait les enfants. Elle gérait l'argent, les domestiques et l'anxiété. Et elle attendait. Une partie de ses peurs ultérieures, sa terreur des orages et de la solitude, a pris racine pendant ces longues périodes solitaires dans une maison à moitié vide. Et l'homme qui finirait par définir ce mariage aux yeux du monde entier était un homme que Mary avait chassé de chez elle. William Herndon était le jeune associé de Lincoln au cabinet d'avocats, et elle ne pouvait pas le supporter. Il était rarement le bienvenu chez les Lincoln. Il savait exactement pourquoi, et il ne l'a jamais pardonné. Gardez Herndon à l'esprit. Après la mort de Lincoln, il est devenu la source la plus influente de l'histoire du mariage voué à l'échec. Et il est un témoin hostile, animé d'une rancune personnelle, qui a recueilli la plupart de ses témoignages des années après les faits. Cette distinction a façonné presque tout ce que le public a cru par la suite à propos de ce couple. Malgré toutes ses absences, il y avait un véritable partenariat tissé à travers tout cela. Ils partageaient une ambition politique totale, d'une manière que la plupart des mariages du 19e siècle ne connaissaient pas. Mary lisait, élaborait des stratégies et poussait Lincoln en avant lorsque sa propre confiance vacillait. Les contemporains remarquaient qu'elle s'impliquait réellement dans sa carrière au lieu de simplement la supporter. Et lorsque la tragédie a frappé, elle les a frappés ensemble. Leur deuxième fils, Eddie, est mort au début de 1850, à peine âgé de 4 ans, et le chagrin fut partagé et intense. Une telle perte peut unir les gens avant de les briser, et pendant un temps, elle les a unis. Ce n'étaient pas 2 étrangers partageant une adresse. C'étaient 2 personnes poursuivant le même objectif immense, tout en enterrant leurs enfants en chemin.
Cette combinaison, un amour véritable, une ambition réelle, des pertes réelles et répétées, rend leur mariage impossible à réduire à un conte de fées ou à une histoire d'horreur. Au moment où Lincoln remporta la présidence en 1860 et que la famille s'installa à Washington, Mary avait passé près de 20 ans à apprendre quelles humiliations devaient rester secrètes. À la Maison-Blanche, cette compétence acquise de haute lutte s'effondra. Le Congrès alloua $20 000 pour rénover la résidence présidentielle, une somme généreuse. Mary a dépassé ce budget et même plus, commandant du papier peint français, de la porcelaine importée, des tapis et des rideaux, dépensant de l'argent que le pays ne voulait pas voir dépensé, alors que de jeunes hommes mouraient sur le champ de bataille. Puis elle a tenté de dissimuler le dépassement. Aurait-elle manigancé pour cacher ou déplacer les factures plutôt que d'avouer à son mari? Benjamin French, le commissaire des bâtiments publics, a laissé des traces écrites du chaos qui en a résulté. Lorsque Lincoln apprit jusqu'où elle était allée, il aurait été furieux, disant que cela sentirait mauvais aux yeux du peuple américain qu'il ait dépensé des milliers de dollars en babioles pour la maison, alors que les soldats manquaient de couverture. La rénovation qu'elle voulait comme signe de dignité devint une chose de plus que son mari dut gérer. Mais la blessure la plus profonde à Washington était à la fois politique et personnelle. Mary était une Todd du Kentucky, et le Kentucky était un État frontalier déchiré en son centre. Plusieurs de ses frères et demi-frères ont combattu pour la Confédération, et certains sont morts pour elle. L'épouse du président de l'Union avait des liens de sang étroits du côté ennemi, et la capitale murmurait qu'elle était une espionne, une traîtresse, une sympathisante du Sud au cœur même de la guerre. Elle siégeait à la Maison-Blanche, soupçonnée de déloyauté envers la cause pour laquelle son mari se détruisait afin de l'emporter. Selon une histoire qui circule depuis des générations, Lincoln serait apparu sans prévenir devant une commission du Congrès pour jurer qu'aucun membre de sa famille n'était en contact avec l'ennemi. Les historiens débattent de la véracité de cet épisode, et il faut noter ce doute, mais la suspicion, elle, était bel et bien réelle. Elle était nationale, et il n'y avait aucune pièce privée dans laquelle elle pouvait se réfugier pour y échapper. Son chagrin et son héritage étaient tous deux devenus des biens publics. Puis Willie est mort, et le mariage ne s'en est jamais vraiment remis. En février 1862, à la Maison-Blanche, il est mort de la fièvre typhoïde à 11 ans, le fils que ses deux parents considéraient comme le plus brillant et le plus ressemblant à son père. Le chagrin de Mary fut total et durable. Et voici la scène qui, plus tard, a façonné la manière dont le monde a perçu son esprit. Elizabeth Keckley, sa couturière et plus proche confidente à Washington, a écrit dans ses mémoires de 1868 que Lincoln avait un jour conduit Mary à une fenêtre, lui avait montré un asile visible au loin, et l'avait averti que si elle ne parvenait pas à maîtriser son chagrin, elle pourrait un jour devoir y être envoyée. Keckley était un véritable témoin, une femme autrefois réduite en esclavage qui était physiquement présente dans cette maison et plus proche de Mary que presque quiconque. Mais elle publiait aussi un livre qu'elle devait vendre, alors il faut considérer son récit comme le témoignage de quelqu'un ayant un intérêt commercial. Même en tenant compte de cela, l'image frappe profondément, car le chagrin était la seule échappatoire dont Mary avait désespérément besoin, et la présidence l'avait condamnée. On attendait d'elle qu'elle affiche une sérénité de façade devant une nation attentive, alors que 2 de ses 4 fils reposaient sous terre. L'année suivante, en 1863, un accident de voiture a projeté Mary de son siège et lui a blessé la tête. Plusieurs biographes considèrent cette blessure comme un tournant, le début de maux de tête de plus en plus fréquents et d'une fragilité qui allait s'accentuer au fil des années. Les archives ne permettent pas de distinguer clairement dans quelle mesure son instabilité ultérieure provenait de ce choc, du chagrin incessant ou simplement de l'effondrement ordinaire d'une personne à qui l'on demande de porter bien plus que ce qu'un être humain ne devrait supporter. Mais quelque chose changeait en elle, et les personnes les plus proches d'elle s'en rendèrent compte. Et puis, pendant un bref printemps, il sembla qu'ils allaient enfin surmonter toutes ces épreuves. La guerre touchait à sa fin. En avril 1865, les Lincoln firent une promenade en calèche ensemble, et selon le propre récit de Mary, rapporté des années plus tard à un pasteur baptiste nommé Noyce Minor, Lincoln parla avec tendresse de leur avenir, de voyage, et des années paisibles qu'ils pourraient enfin connaître une fois Washington derrière eux.
Considérez cela comme le souvenir d'une veuve adoucie par la perte et par le passage du temps. Mais même en le prenant avec beaucoup de recul, cela révèle quelque chose que la légende du mariage condamné efface. À la toute fin, il y avait un projet de vie commune, et tous deux semblaient de croire que le long cycle d'absence et de chagrin pourrait enfin s'estomper. Il a été abattu à ses côtés le 14e avril, lui tenant la main dans une loge de théâtre. Elle se trouvait à quelques centimètres lorsque cela s'est produit et l'a vu mourir. Tout ce que le printemps avait promis est mort dans cette loge avec lui. Le seul avenir qu'ils s'étaient permis d'imaginer ensemble n'a duré que quelques jours. Ce qui est venu ensuite fut une trahison, mais pas de la part de son mari. Elle est venue de presque tous ceux qui prétendaient préserver sa mémoire, et elle est arrivée de 3 directions à la fois. D'abord, Herndon, le partenaire juridique que Mary avait banni de sa maison, a commencé à donner des conférences publiques sur la vie de Lincoln. Et en 1866, il annonça au pays que le véritable amour de la vie de Lincoln avait été une jeune femme nommée Anne Rutledge, morte des décennies plus tôt à New Salem, et que Lincoln n'avait jamais vraiment aimé qui que ce soit après elle. Les preuves de Herndon étaient minces et recueillies à partir de souvenirs épars et anciens, et les historiens débattent encore pour savoir si Rutledge a réellement été une histoire d'amour. Mais cela n'avait aucune importance. L'histoire a pris et s'est répandue, et la veuve éplorée a appris en public que tout son mariage n'avait été qu'un substitut pour une jeune fille morte. C'était la revanche parfaite pour un homme qui n'avait jamais été autorisé à entrer dans son salon. Deuxièmement, les mémoires de Keckley, publiées en 1868, exposaient les lettres privées de Mary et sa panique financière à la vue de tout lecteur disposant de quelques pièces. Mary le vécut comme une trahison dévastatrice de la part de la dernière confidente en qui elle avait confiance, et son fils Robert s'efforça de faire interdire le livre. Troisièmement, Mary offrit elle-même de nouvelles munitions à ses ennemis. Ruinée et terrifiée par la pauvreté, en 1867, elle tenta de vendre en secret sa vieille garde-robe de la Maison Blanche à New York par l'intermédiaire de 2 courtiers, et le stratagème explosa en une humiliation nationale que les journaux baptisèrent le scandale des vieux vêtements. L'ancienne première dame des États-Unis, réduite publiquement à vendre ses robes d'occasion. Chaque pilier de son identité, son mariage, sa dignité, son intimité, sa situation financière était abattu sous les yeux de tous, et la personne qui s'est retournée contre elle ensuite était celle qui lui restait. En 1875, Robert Todd Lincoln était devenu un avocat prospère à Chicago, prudent, respectable, soucieux de préserver le nom de la famille, et il avait conclu que sa mère était folle et représentait un danger pour elle-même. Le 19 mai 1875, sans l'en avertir au préalable, il fit en sorte qu'elle soit amenée devant un tribunal de Chicago et jugée pour folie devant un jury de 12 hommes. L'avocat censé la défendre avait été choisi par son fils, du côté de ce dernier. Des témoins ont témoigné de ses dépenses, de sa paranoïa, de ses peurs, de ses errances. Le jury délibéra brièvement et la déclara folle. Selon les archives qui subsistent, cette même nuit, Mary tenta de mettre fin à ses jours, se rendant chez des pharmaciens pour obtenir ce qu'elle pensait être une dose mortelle, bien qu'au moins un récit affirme qu'un pharmacien soupçonneux lui remit délibérément quelque chose d'inoffensif. Elle fut internée à Bellevue Place, un sanatorium privé à Batavia, dans l'Illinois. C'est à ce moment-là que la femme que tout le monde considérait comme brisée fit la chose la plus extraordinaire de sa vie. Elle refusa de l'accepter. Depuis l'intérieur de l'asile, calmement et méthodiquement, elle mena une campagne pour se libérer. Elle contacta Myra Bradwell, une amie qui était l'une des premières femmes admises à exercer le droit aux États-Unis, ainsi que le mari de Myra, James, un juge. Elle fit sortir des lettres. Elle organisa la venue d'un journaliste du Chicago Times pour l'interviewer, et l'article qui en résulta informa le public que Madame Lincoln semblait parfaitement saine et ne devrait pas être internée. Elle travailla sur sa sœur, Elizabeth Edwards, la même sœur dans le salon de laquelle, à Springfield, elle avait épousé Lincoln 33 ans plus tôt. Elizabeth s'excusa d'abord auprès de Robert d'intervenir, puis changea d'avis et lui écrivit en août qu'elle était prête à tenter l'expérience d'accueillir Mary chez elle. Mary fut remise aux soins de sa sœur environ 4 mois après le verdict. En juin suivant, en 1876, un second jury la déclara rétablie dans sa raison.
Elle avait utilisé les deux instruments qu'elle avait portés toute sa vie, la presse et son influence personnelle, pour s'opposer ouvertement à son propre fils et renverser la situation. Elle écrivit alors à Robert une lettre cinglante exigeant la restitution des biens et des obligations qu'il contrôlait, et elle l'exclut effectivement de sa vie. La femme qui, depuis l'âge de 6 ans, surveillait les issues, choisit alors la plus grande issue qui s'offrait à elle. Elle quitta le pays. De 1876 à 1880, elle vécut à Pau, dans le sud de la France, mettant ainsi une distance délibérée entre elle, son fils et la machine familiale qui avait tenté de la faire passer pour folle. Et des années plus tôt, elle avait déjà montré qu'elle comprenait le fonctionnement du pouvoir. En 1870, elle avait directement fait pression sur le Congrès et obtenu pour elle-même une pension gouvernementale de 3 000 $ par an, montant qui fut ensuite augmenté en 1882. Elle avait appris au fil de décennies d'absence et d'abandon que si elle voulait de la sécurité ou du contrôle, elle devrait les négocier elle-même en son propre nom, car personne ne viendrait les lui offrir. Personne ne l'avait jamais fait. Ce que leur mariage était finalement devenu n'était ni la romance éternelle gravée sur la bague, ni l'enfer domestique décrit lors des conférences de Herndon. C'était quelque chose qui ne tient pas sur un monument, un véritable partenariat politique entre deux personnes farouchement ambitieuses, creusées par des années d'absence physique, d'enfants enterrés, de guerre, et par l'impossible représentation publique qu'exigeait la présidence, puis achevée par un veuvage où la famille survivante retourna son pouvoir contre elle. Il y avait de l'amour là-dedans. Il y avait aussi de l'ambition, du ressentiment, de la dépendance, une véritable coopération et une réelle cruauté, à différents moments et parfois tout à la fois. Et puis vint la partie qui décide de la façon dont tout cela serait retenu, le contrôle du récit. Robert Todd Lincoln passa le reste de sa longue vie à façonner l'image de ses parents. Il rassembla les papiers de son père et les scella, et ils restèrent inaccessibles au public jusqu'en 1947, des décennies après que tous ceux qui auraient pu contredire sa version furent morts et bien enterrés. Il récupéra les originaux des lettres les plus compromettantes de sa mère, et selon le guide de recherche de la Bibliothèque du Congrès sur les papiers de la famille, ces originaux furent apparemment détruits. Et l'ensemble du dossier documentaire sur ce qu'il lui avait fait en 1875, les mémoires juridiques, les coupures de presse, une vingtaine de lettres de Mary elle-même, il les rassembla, les attacha avec un ruban rose et les étiqueta de sa propre main. Dossier de la folie de MTL. Puis il enferma le tout dans un placard. Il resta dans ce placard, dans sa résidence d'été du Vermont, Hilden, pendant 100 ans. En 1975, après la mort du dernier descendant de Robert, un historien de l'État de l'Illinois nommé James Hickey découvrit le paquet dans le placard de la chambre de Robert, au 2e étage, exactement là où il avait été laissé, toujours attaché avec son ruban. Il fut publié en 1986. D'autres lettres censurées de Mary ont refait surface aussi tard qu'en 2005. Pendant un siècle, le fils a contrôlé l'histoire et la version qui est parvenue au public. L'épouse extravagante, hystérique, impossible, c'est la version qu'il a façonnée en décidant de ce qui survivrait et de ce qui brûlerait. Alors, regardez à nouveau la bague. Usée jusqu'à la corde, l'amour est éternel, enterré à son doigt en juillet 1882, lorsqu'elle est morte dans ce même salon de Springfield, où elle s'était mariée 40 ans plus tôt. Lorsque les amis de sa sœur ont trouvé la bague après sa mort et ont lu toute l'inscription, elles l'ont remise à son doigt pour la tombe. La bague disait la vérité sur la façon dont le mariage avait commencé, mais la vérité sur la façon dont le mariage serait retenu vivait dans l'autre objet, celui attaché avec un ruban rose et caché dans un placard de chambre par le seul fils qui a survécu jusqu'à un âge avancé. L'épouse que le monde avait qualifiée de folle a passé ses dernières années à lutter pour contrôler sa propre histoire, et elle a remporté ce combat de son vivant. Puis elle l'a perdu au profit de son fils pendant 100 ans, jusqu'à ce qu'un étranger ouvre le placard, détache le ruban et permette enfin à Mary Todd Lincoln de prendre la parole.